Je ne dormais pas cette nuit-là. Cela faisait 3 ans que le sommeil m'avait abandonné. Depuis ce coup de téléphone du capitaine de gendarmerie qui m'avait appris que ma fille Mathilde était morte sur la N7 entre Valence et Montélimar, un mardi matin de novembre. Un camion, m'avait-il dit. Elle n'avait pas souffert. Comme si cette précision pouvait m'aider à respirer. J'étais assis dans mon fauteuil, près de la fenêtre qui donne sur la cour intérieure de mon appartement lyonnais, une tasse de tisane refroidie entre les mains, quand le téléphone fixe a sonné. 2h47 du matin. Je regardais le petit écran lumineux clignoter dans le silence de mon salon, et j'ai pensé, une erreur de numéro, ou une urgence. À mon âge, on sait que les appels nocturnes n'annoncent rien de bon. J'ai décroché. Une voix jeune, un garçon, peut être 6 ou 10 à 7 ans. Il parlait vite, à voix basse, comme quelqu'un qui essaie de ne pas être entendu. « Grand-père? C'est Lucas. Je suis devant ta porte. S'il te plaît, ouvre. Il me cherche. » J'ai cru que mon cœur s'était arrêté. « Qui est là? » ai-je dit. « Qui êtes-vous? » Mais la ligne était déjà coupée. Je n'ai pas de petit-fils. Je n'ai jamais eu de petit-fils. Mathilde était ma fille unique, et elle est morte sans enfant du moins. C'est ce que je croyais depuis 3 ans. Je me suis levé lentement, les jambes lourdes comme elles le sont toujours à 64 ans quand on se réveille en sursaut, et je suis allé vers la porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas. Dehors, dans le couloir mal éclairé de mon immeuble du 3e arrondissement, il y avait un garçon. Un manteau trop fin pour novembre, un sac à dos sur les épaules, les cheveux mouillés. Il regardait la porte avec une expression que je ne pouvais pas encore lire, mais que je n'ai plus oubliée depuis. Il avait les yeux de Mathilde. Je ne saurais pas vous expliquer ce que l'on ressent à l'instant précis, où quelque chose que vous croyez définitivement perdu réapparaît sous une forme que vous n'aviez pas prévue. Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas de la peur non plus. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond, qui remonte du ventre et qui vous coupe le souffle. J'ai ouvert la porte. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Et pendant quelques secondes, aucun de nous deux n'a parlé. « Tu es qui ?» ai-je fini par dire, même si une partie de moi avait déjà compris. Je m'appelle Lucas Delacroix. Ma mère s'appelait Mathilde Renard. Je pense que tu es mon grand-père. J'ai reculé d'un pas. Il a eu peur que je lui ferme la porte au nez. Je l'ai vu dans ses yeux. Mais je reculais simplement parce que mes jambes ne me portaient plus très bien. « Entre !» et je dis. Mathilde avait 32 ans quand elle est morte. Je l'avais eue jeune, à 28 ans, avec sa mère qui nous avait quittés, elle aussi, trop tôt, d'un cancer du sein quand Mathilde avait 16 ans. Depuis, nous n'étions que tous les deux. Elle était venue vivre avec moi à Lyon après l'université. Elle travaillait comme graphiste indépendante. Elle prenait le café chez moi le dimanche matin. Elle apportait du pain des boulangeries du marché de la Croix-Rousse. C'était tout ce que j'avais, et je croyais tout connaître de sa vie. Je ne savais pas qu'elle avait eu un fils à 10 à 9 ans. Lucas s'est assis à ma table de cuisine. Je lui ai donné un verre d'eau, puis j'ai cherché quelque chose à manger. Il y avait un reste de soupe de la veille, du pain, du fromage. Il mangeait comme quelqu'un qui n'avait rien avalé depuis longtemps. Je le regardais sans parler, essayant de retrouver ma respiration. Essayant de comprendre comment il était possible que cet enfant existe et que je ne l'ai jamais su. « Depuis combien de temps tu me cherchais ?» ai-je demandé. « 3 semaines, a-t-il dit. « Depuis que j'ai trouvé tes lettres. » Les lettres. Mathilde lui avait gardé les lettres que je lui envoyais chaque année pour son anniversaire, même après qu'elle eût un téléphone, parce que j'ai toujours préféré le papier. Elle les avait rangées dans une boîte sous son lit, dans la maison que partageait Lucas avec son père. Et Lucas les avait trouvées après l'enterrement de sa mère, en cherchant quelque chose qui lui appartienne encore. « Ton père, ai-je commencé. Marc Delacroix. Il ne t'a jamais appelé parce qu'il ne voulait pas que je te connaisse. » Pourquoi? Lucas a posé sa fourchette. Il a regardé la table un long moment avant de répondre. Parce qu'il avait peur de ce que tu découvrirais. Permettez-moi de vous parler de Marc Delacroix. Je n'avais jamais entendu ce nom avant cette nuit-là. Et pourtant cet homme avait façonné les 10 dernières années de la vie de ma fille d'une façon que je ne pouvais pas imaginer. Mathilde l'avait rencontré en 2005,
quand elle avait 10 à 8 ans et lui 26. Il était beau, m'a raconté Lucas. Il avait une belle voiture et un appartement à Valence. Il parlait de projets et d'avenir. Mathilde était jeune. Elle venait de perdre sa mère depuis 2 ans. Elle cherchait quelqu'un sur lequel s'appuyer. Lucas était né en 2007. Mathilde avait 10 à 9 ans. Elle ne m'en avait jamais parlé. Je me suis demandé, dans les heures qui ont suivi, si j'aurais dû voir quelque chose, si j'aurais dû poser des questions différentes quand elle venait me voir le dimanche matin et qu'elle semblait parfois ailleurs, distraite, comme si une partie d'elle-même était retenue ailleurs par quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Mais les pères ne voient pas toujours ce que leurs enfants leur cachent, surtout quand les enfants les protègent. Elle me cachait parce qu'elle avait peur de ta réaction? Ai-je demandé. Lucas a secoué la tête. Non, elle me cachait parce qu'elle avait peur de lui. Marc Delacroix, au fil des années, s'était révélé être quelqu'un d'autre que l'homme qu'il semblait être à 26 ans. Lucas me l'a décrit par petites touches, cette nuit-là, avec la précision maladroite d'un garçon qui a grandi trop vite, parce qu'il n'avait pas le choix. Les absences inexpliquées. Les hommes qui venaient à la maison sans frapper. L'argent qui arrivait sans qu'il y ait de salaire visible. Les colères soudaines, les portes claquées, les nuits où Lucas entendait sa mère pleurer dans la pièce d'à côté. Mathilde avait essayé de partir 2 fois. La première fois en 2015, quand Lucas avait 8 ans, elle avait pris leurs affaires, s'était installée dans un appartement à Romans-sur-Isère. Marc était venu la chercher au bout de 3 semaines. Lucas ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais ils étaient rentrés. La deuxième fois, en 2019. Cette fois, Marc n'était pas venu la chercher. Il avait fait autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Ai-je demandé, et ma voix était plus calme que je ne l'aurais cru possible. Lucas a sorti quelque chose de son sac à dos. Une enveloppe Kraft, cornée, un peu humide, à cause de la pluie. Il l'a posée sur ma table. Je l'ai trouvée il y a 3 semaines, dans les murs de la cave, derrière une planche que j'ai arrachée parce que j'avais entendu quelque chose gratter. Avant d'ouvrir cette enveloppe, avant de continuer cette histoire, je voudrais vous poser une question. Depuis où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Il est quelle heure chez vous? Écrivez-le dans les commentaires. Parce que parfois, il m'arrive de penser que les histoires comme celle-là méritent d'être entendues dans le noir et le silence, quand on est seul et qu'on peut vraiment écouter. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Un rapport de réparation d'un garage de Valence, daté du 3 novembre 2020 et à 8 jours avant la mort de Mathilde. Un échange de SMS imprimé entre Marc et un numéro inconnu. Et une facture au nom d'une société que je ne reconnaissais pas, pour une prestation que je n'arrivais pas à identifier au premier regard. J'ai pris les SMS. Je les ai lus lentement. Le numéro inconnu écrivait « C'est fait pour quand ?» Marc répondait « La semaine prochaine. L'assurance couvre tout. » Le numéro inconnu « Et le gamin ?»« Marc, il reste avec moi. C'est mieux comme ça. » Ma main tremblait. Je l'ai posée à plat sur la table pour qu'elle s'arrête. « Le rapport de réparation, ai-je dit. C'est la voiture de ma mère, » a dit Lucas. Ils ont réparé le système de freinage, ou soi-disant, parce que 8 jours après, sur la N7, les freins ont lâché. Pendant les 3 années qui avaient suivi la mort de Mathilde, j'avais pleuré. J'avais fait mon deuil, comme on dit, avec toute la lenteur et la douleur que ça implique. J'avais vendu l'appartement de Valence où elle vivait, j'avais récupéré ses affaires, j'avais gardé quelques photos sur le buffet de mon salon. J'avais accepté, ou du moins j'avais essayé d'accepter, que les accidents arrivent, que la vie est courte et imprévisible, que ma fille était partie trop tôt d'une façon bête et aléatoire comme les accidents le sont toujours. Mais ce n'était pas un accident. Je me suis levé. Je suis allé à la fenêtre. Dehors, Lyon dormait sous la pluie d'automne. Les lumières du quai se reflétaient dans la Saône. Tout était normal et ordinaire, et absolument indifférent à ce qui venait de s'effondrer en moi. « Pourquoi tu n'es pas allé à la police ?» ai-je demandé sans me retourner. J'ai essayé. Il y a 2 semaines, je suis allé à la gendarmerie de Valence. Marc a des amis là-bas. Le lendemain matin, il savait que j'étais venu. Il a changé les serrures de la maison. Il m'a dit que si je recommençais, il ferait en sorte que je disparaisse aussi. J'avais 64 ans, une retraite de professeur de lycée,
une tension trop haute selon mon médecin généraliste, et 2 genoux qui me rappelaient chaque matin que j'avais trop longtemps couru sur le béton. Je n'étais pas quelqu'un de dangereux. Je n'avais aucune ressource particulière, aucune relation dans les hautes sphères, aucun levier autre que ce que n'importe quel citoyen possède. Mais j'avais quelque chose que Marc Delacroix n'avait pas compté. J'avais 3 ans de colère retenue. « Tu vas rester ici », ai-je dit à Lucas. « Tu ne bouges pas. Tu ne contactes personne que tu connais. On va dormir quelques heures, et demain matin, on va réfléchir à ce qu'on fait. » Il m'a regardé avec un mélange de soulagement et de méfiance que j'ai trouvé déchirant, ce regard d'un enfant qui a appris à ne pas faire confiance aux adultes, même quand il en a besoin. « Tu me crois ?» a-t-il demandé. « J'ai les yeux de ta mère en face de moi, et une enveloppe pleine de preuves sur ma table, » ai-je répondu. « Oui, je te crois. » Cette nuit-là, je l'ai installé dans la chambre d'amis, la chambre qui était celle de Mathilde, quand elle venait me voir les week-ends avant. Il s'est endormi presque immédiatement, épuisé, recroquevillé sous la couverture avec son sac à dos posé contre le mur, comme s'il craignait même dans son sommeil d'avoir à fuir. Moi, je n'ai pas dormi. Je me suis assis à la table de la cuisine avec l'enveloppe et j'ai tout relu 3 fois, 4 fois. Le rapport de réparation portait le tampon d'un garage, dont j'ai noté le nom. Les SMS étaient clairs, mais auraient pu être contestés par un bon avocat. La facture, en revanche, en la relisant plus attentivement, j'ai compris ce qu'elle représentait. Une prestation d'un prestataire automobile indépendant, non déclaré, pour une intervention sur un véhicule dont la plaque correspondait à la Peugeot 308 grise de Mathilde, payée en liquide. Mais le prestataire avait quand même émis un reçu, parce que les gens font des erreurs, parce que la comptabilité informelle laisse toujours des traces, parce que Marc Delacroix était suffisamment confiant dans son impunité pour conserver ce document dans sa propre cave. L'arrogance des gens qui ont l'habitude de ne jamais être inquiétés est toujours leur plus grande faiblesse. Au matin, pendant que Lucas dormait encore, j'ai appelé mon frère aîné, Jean-Pierre, qui est notaire à Grenoble et qui a, au fil de ses 30 ans de carrière, noué des relations dans à peu près tous les milieux professionnels de la région. Je lui ai tout raconté en 20 minutes. Il y a eu un long silence. « Henry, a-t-il dit, tu as les originaux ? » ?»« Oui. »« Ne les lâche pas. Et ne va pas à la gendarmerie de Valence. »« Je sais. Il y a un commandant à la brigade de recherche de Lyon, Thierry Marchetti. On a travaillé ensemble sur une succession compliquée il y a 2 ans. C'est quelqu'un de bien. Je t'envoie son numéro. » J'ai réveillé Lucas à 9 heures. Il avait dormi 6 heures d'une traite, et il avait l'air légèrement moins épuisé, mais toujours aussi méfiant. Je lui ai expliqué ce qu'on allait faire. Il a écouté sans interrompre. « Et si ça ne marche pas ?» a-t-il demandé. « Ça va marcher. Tu ne peux pas en être sûr. »« Non, ai-je admis. Mais l'alternative, c'est de ne rien faire. Et ça, je ne peux pas. » Nous avons pris le métro jusqu'au boulevard des Brotteaux, puis marché sous la pluie fine jusqu'à la brigade. Marchetti nous a reçus dans la matinée, un homme d'une 50aine d'années, visage carré, qui m'a serré la main avec la poignée franche de quelqu'un qui a l'habitude d'évaluer les gens rapidement. Il a examiné les documents pendant longtemps. Il a posé des questions précises à Lucas, des dates, des noms, des adresses. Lucas répondait avec une précision qui m'a frappé, comme quelqu'un qui a passé des semaines à tout retracer dans sa tête avant d'avoir le courage d'aller le dire à voix haute. Marchetti a pris des photos des documents avec son téléphone de service. Il a noté des éléments sur un carnet. « Le garage », a-t-il dit. « Vous avez le nom ?» Je le lui ai donné. « On le connaît », a-t-il dit. Et il y avait quelque chose dans sa voix, pas de la surprise, plutôt de la confirmation. Il y a eu des signalements il y a 10 à 8 mois pour une autre affaire. Rien n'a abouti à l'époque, mais le dossier est ouvert. Il nous a demandé de rester joignables, de ne pas retourner à Valence, de ne pas contacter Marc Delacroix. Il a regardé Lucas d'une façon que j'ai trouvée particulièrement humaine pour un fonctionnaire occupé un jeudi matin. « Vous avez bien fait de venir, » a-t-il dit au garçon, « et vous avez bien fait de trouver ce que vous avez trouvé. Les semaines qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie, et pourtant elles ne ressemblaient pas à ce que j'aurais imaginé. Il n'y avait pas de drama spectaculaire, pas d'arrestation dramatique au coucher du soleil. Il y a eu des coups de téléphone de Marchetti à des heures irrégulières, des demandes de précision supplémentaires,
une convocation pour Lucas à la brigade de Grenoble, où un juge d'instruction avait été saisi. Il y a eu des experts automobiles qui ont demandé à réexaminer le rapport d'accident de novembre 2020 et un rapport qui, à la lumière des nouveaux éléments, révélait des anomalies que personne n'avait cherché à vérifier à l'époque. Pendant ce temps, Lucas vivait dans ma chambre d'amis. Nous apprenions à nous connaître, maladroitement, comme deux personnes qui partagent quelque chose d'immense et d'irréparable et qui ne savent pas encore comment en parler. Il mangeait beaucoup, il dormait longtemps, il regardait des vidéos sur son téléphone le soir. Et parfois je passais devant sa porte entr'ouverte et je l'entendais rire à quelque chose, et ce rire de jeune homme dans mon appartement me faisait un effet que je ne m'attendais pas à ressentir. Un soir, je lui ai apporté quelque chose. C'était une boîte en carton que j'avais gardée depuis l'appartement de Mathilde, des photos, des dessins qu'elle avait faits quand elle était petite, des lettres. Je la lui ai posée sur la table de la cuisine sans rien dire, et il a relevé les yeux vers moi avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. « C'est des affaires à elle », ai-je dit. Il a ouvert la boîte très lentement. Il a sorti les photos une par une. Mathilde a 7 ans, sur un vélo trop grand. Mathilde a 12 ans, avec une tresse et les yeux plissés dans le soleil du Luberon. Mathilde a 10 à 9 ou 20 ans, et là, Lucas s'est arrêté. Dans cette photo, Mathilde tenait dans ses bras un nourrisson émitouflé dans une couverture bleue. Elle souriait d'une façon que je ne lui avais jamais vue dans les photos où je la prenais moi-même, quelque chose de plus profond, de plus secret, un bonheur qu'elle ne cherchait pas à me montrer, mais à simplement ressentir. « C'est moi », a dit Lucas. Oui, il a regardé la photo longtemps. Ses épaules, que je ne l'avais jamais vu détendre complètement depuis son arrivée, se sont affaissées doucement. Pas de tristesse, enfin. De tristesse aussi, mais surtout de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Comme si le fait de voir cette image lui prouvait quelque chose qu'il avait craint de ne jamais pouvoir vérifier. « Elle avait l'air heureuse, a-t-il dit. Avec toi, oui, j'en suis sûr. Elle ne t'a jamais dit que j'existais. » Non. Est-ce que tu lui en veux? J'ai réfléchi honnêtement à cette question parce qu'elle méritait une réponse honnête. J'ai passé les premières nuits à essayer de lui en vouloir, ai-je dit. Mais je crois qu'elle avait peur. Et quand on a peur, on fait des choses qui ne reflètent pas qui on est vraiment. Elle avait peur pour toi, être. Ou elle avait peur de me faire du mal, de me dire qu'elle avait besoin d'aide et que je n'aurais pas pu lui en donner assez. Je ne le saurais jamais exactement. Mais non, je ne lui en veux pas. Lucas a hoché la tête. Il a remis la photo dans la boîte avec le même soin qu'on met à ranger quelque chose de précieux. Elle parlait de toi, m'a-t-il dit alors. Quand Mark n'était pas là, elle disait que son père était quelqu'un de bien, qu'il aimait les livres et qu'il faisait des crêpes le dimanche. Elle disait qu'un jour, elle te présenterait son fils. Je n'ai pas répondu. Je n'en étais pas capable. Marc Delacroix a été mis en examen 6 semaines après notre visite à la brigade de Lyon. L'inculpation portait sur plusieurs chefs. Destruction volontaire de biens ayant entraîné la mort sans intention de la donner, complicité, et un ensemble de délits financiers qui avaient émergé lors de l'enquête des transactions suspectes avec des individus connus des services, de l'argent circulant dans des structures opaques, des comptes au nom de sociétés fantômes domiciliées dans des pays que je n'aurais pas pu placer sur une carte. Le mécanicien du garage avait craqué en 48 heures d'audition. Il avait tout raconté: l'intervention sur les freins de la Peugeot 308, la somme reçue, les instructions précises de Marc. Il avait gardé le reçu, non pas par négligence, mais parce qu'il avait voulu une preuve, m'a expliqué Marchetti au téléphone, parce qu'il s'était retrouvé à faire quelque chose dont il n'avait pas mesuré les conséquences au moment où il avait dit oui. L'arme du crime, c'était un reçu de caisse, m'a dit Marchetti. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Marc a été placé en détention provisoire. Sa maison de Valence, la maison dans laquelle Lucas avait grandi, la maison dans laquelle Mathilde avait vécu et souffert pendant des années, a été saisie dans le cadre de l'enquête. Le soir où Marchetti m'a annoncé la mise en examen, j'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis dans mon fauteuil sans bouger pendant longtemps. Lucas était dans la pièce d'à côté. Je l'entendais marcher, ouvrir le réfrigérateur, refermer une porte. Ces petits bruits domestiques d'une présence dans mon appartement
que je n'avais plus entendu depuis 3 ans. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je crois que j'avais épuisé mes réserves depuis longtemps. Ce que j'ai ressenti, c'était autre chose, quelque chose que je ne saurais pas nommer avec précision, quelque chose entre le soulagement et la rage, et une forme étrange de paix, comme quand on trouve enfin la réponse à une question qu'on n'osait pas poser. Ma fille n'était pas morte d'un accident bête et aléatoire. Ce n'était pas une consolation. Mais c'était la vérité. Et la vérité, même douloureuse, vaut mieux que le vide confortable du mensonge. Lucas a passé les fêtes de Noël avec moi cette année-là. Nous avons fait la bûche ensemble. Il ne savait pas cuisiner grand-chose. Mathilde ne lui avait apparemment jamais transmis ce savoir-faire. Ou Marc ne le lui avait pas permis. Ou simplement la vie avait été trop compliquée pour que les dimanches après-midi consacrés à faire la cuisine existent chez eux. Nous avons regardé des films le soir, assis chacun à un bout du canapé, et progressivement au fil des semaines, des mois, la distance sur ce canapé s'est réduite. Il a repris le lycée en janvier, dans un établissement du 3e arrondissement. Il était bon en mathématiques, m'ont dit ses professeurs, lors de la réunion parentale, à laquelle je me suis rendu avec l'étrange sentiment d'occuper un rôle pour lequel personne ne m'avait préparé, mais qui me semblait, contre toute attente, naturel. Au printemps, nous sommes allés ensemble sur la tombe de Mathilde, au cimetière de Loyasse. Lucas n'avait jamais su où elle était enterrée. Marc ne l'y avait jamais emmenée, ou peut être que Marc ne le savait pas lui-même, ou peut être qu'il s'en moquait. Nous sommes restés là un long moment tous les deux, côte à côte, et Lucas a posé sur la pierre une petite photo, la photo de la boîte en carton, celle où Mathilde tenait le nourrisson dans ses bras. « Je voulais qu'elle sache que je l'ai retrouvée », a-t-il dit. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Il y a des choses que j'aurais voulu faire différemment. J'aurais voulu poser plus de questions à Mathilde, même celles qui auraient pu la mettre mal à l'aise. J'aurais voulu lui dire plus clairement que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouvait, je serais là. Pas comme un père qui juge, mais comme quelqu'un qui reste. J'aurais voulu qu'elle sache qu'elle pouvait me confier sa peur, son fils, sa vie entière, et que je n'aurais pas vacillé. Je ne lui ai pas assez dit « peut être », ou elle ne m'a pas cru suffisamment. Nous ne le saurons jamais. Ce que je sais, c'est qu'un garçon de 10 à 7 ans a eu le courage de fouiller les murs d'une cave, de traverser la moitié de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un billet de car acheté avec ses économies, de frapper à la porte d'un vieil homme qu'il n'avait jamais vu à 2h47 du matin parce qu'il voulait que la vérité sur sa mère soit connue. Ce garçon s'appelle Lucas. Il a maintenant 10 à 8 ans. Il prépare son baccalauréat, il veut faire des études d'ingénieur, il boit son café trop sucré le dimanche matin et il laisse traîner ses chaussures dans le couloir d'une façon qui m'exaspère légèrement. Il a les yeux de Mathilde. N'attendez pas 3 ans pour chercher la vérité. N'attendez pas que quelqu'un frappe à votre porte dans le froid de novembre pour vous dire ce que vous auriez dû savoir depuis longtemps. La vérité n'attend pas, elle finit toujours par trouver son chemin. Mais parfois, elle a besoin qu'on lui ouvre la porte.